Il y a quelques années, lors d'une moitié de Tour du Mont Blanc avec des copines, nous nous offrons depuis Champey, en Suisse, la variante du Tour du Mont Blanc par la fenêtre d'Arpette. Et quelle variante! La fenêtre d'Arpette, c'est comme un col, mais comme son nom l'indique, de la taille d'une baie vitrée. Après avoir navigué entre les rochers avant de franchir la fenêtre, nos corps ébahis par tant de beauté ou épuisés de cette montée raide et relativement longue, sont comme projetés contre les rochers. C'est aérien. Sur notre gauche, les séracs du glacier de Trien nous surmontent et face à nous se découle toute la vallée de Trien. Les névés sont à 3000 mètres, la langue glaciaire vient mourir entre 1700 et 1800 mètres. Le glacier a reculé de 1300 mètres depuis 1986 à cause du réchauffement climatique. Et cet été, je me demande si les yeux des randonneurs caressent les glaciers d'aussi près. Ici, tout coule et découle du Trien. La vue est dingue. Le long du chemin de descente qui nous mène au chalet du glacier à 1583 mètres d'altitude, je remarque des fleurs d'arnica, bien connues pour soigner les bobos en tout genre. Nous sommes au cœur des Alpes et nous surplombons une vallée joyeuse et irriguée par la rivière du Trien. Tout coule et découle du Trien. Ici torrentielle, là placide, parfois invisible, cette rivière de 17 km de long se jette dans le Rhône au niveau du village de Vernaya par de spectaculaires gorges profondes de 200 mètres. Mais d'ici, je ne vois pas Vernaya, bien sûr. Passé le chalet, on longe le bis du Trien. Cet ancien chemin servait autrefois au transport des blocs de glace jusqu'à la vallée. On jetait aussi le bois coupé en montagne dans le Trien afin qu'il soit charrié par le flot tumultueux jusqu'à Vernaya et le Rhône. Le bis de Trien irrigue aujourd'hui les prés et vignes de Martigny-Combe. Ici, tout coule et découle du Trien. À 1300 mètres d'altitude, lové au pied du glacier qui le surplombe, le village de Trien, où nous sommes aujourd'hui, trouve un joli équilibre entre rose de l'église, bleu du ciel, vert des forêts. C'est une très belle palette. À la fois un lieu de passage et de vie, ouvert au monde par la route internationale qui le traverse et bien ancré dans une nature sauvage. Ici, tout coule et découle du Trien et nous sommes ravis d'être au refuge de Petit. Est-ce que tu te rends compte que tu es un homme, toi? Je suis plus un homme, Balou. Je suis comme toi, un ours. Tout l'été, Globule passe au vert. On s'installe à Valorcine. On s'installe à Valorcine. Là où on a décidé, c'est-à-dire ici. Globule devient la radio des ours. Globule devient la radio des ours sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. 3 fois par semaine, la radio des ours est en live sur le 90.7 FM. Votre émission au poil de 17 à 19h. Votre émission au poil. La radio des ours, la nouvelle griffe de Globule. Sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. Et oui, la radio des ours, votre nouvelle fréquence temporaire sur le 90.7 FM. Et on est en direct aujourd'hui du refuge Le Petit dans le village de Trien. On est très content de passer la frontière pour aller en Suisse et faire une émission en live depuis ce refuge. On y reviendra dans un instant. Et je suis accompagné aujourd'hui bien sûr de Jess à l'animation. Jess, ça va ? Ouais, ça va bien. Je suis ravie d'être là sous le glacier de Trien. C'est vrai qu'on le voit bien, ce glacier. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y a Kirstine, JC et Marine, sans qui cette émission serait impossible. Et du coup, durant cette émission, on va vous faire découvrir ce petit village de Trien qui change beaucoup entre l'hiver, l'été, où il y a plein de personnalités. On en recevra d'ailleurs un bon nombre durant cette émission, durant ces 2 heures d'émission. Mais tout de suite, on va découvrir un titre de la playlist de Kirstine. On va écouter Benjamin Biolay, Aime mon amour. Aime mon amour.
chien son requin. Aime mon amour. Combien même un cœur des rivières tout le long de l'hiver. Même si tu n'as plus d'ombre le printemps. Combien même elle garde ses mystères. Même si tu l'envoies en l'air. Aime mon amour, je te descends. Puisqu'elle est à toi désormais, aime mon amour et oublie mon nom à jamais. Mais aime mon amour, aime mon amour, aime mon amour. On est de retour sur la radio des ours, 90.7 FM dans la vallée de Valorcine et 90.5 FM dans toute la vallée de Chamonix. On est très content aujourd'hui de faire cette émission en direct depuis le refuge Le Petit dans le village de Trien en Suisse. Et justement, on reçoit Anya sur le plateau. Merci beaucoup déjà Anya de nous recevoir au refuge juste à côté de la yourte. Et voilà, c'est toi qui t'occupes de ce refuge avec ton mari. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment ça s'est passé, quand est-ce que tu es arrivé à Trien et quand tu as développé du coup ce projet de la yourte et du refuge? Oui, bonjour d'abord, merci d'être venu ici. Je m'excuse pour mon petit accent, je suis allemande, mais j'ai bien appris le français quand même à Trien parce que ça fait 5 années qu'on est là maintenant. Et du coup, moi et mon mari, on avait une agence de trekking. Donc, on faisait pas mal de tours de Mont Blanc et toutes les randonnées dans la région. Et on a travaillé comme guide. Et on est resté beaucoup avant dans ce refuge, qui était un refuge non gardé. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas un restaurant et une petite buvette avec. C'était vraiment un refuge. Il y avait 34 lits en haut. Les gens, ils pourraient venir. Et en bas, il y avait un tout petit coin cuisine. Et le propriétaire, l'ancien propriétaire, Fred Capi, il est venu une fois par journée pour encaisser des gens. Il est toujours venu avec sa bouteille de Genepi. C'est un peu la tradition. Du coup, on a souvent bu un petit verre ensemble et on a profité. Et j'ai toujours aimé cet endroit. Et après, on a des idées, comme mon mari il est suisse. Nous, on a habité à Chamonix 4 années avant. On a décidé de déménager à Trien. Que tout le monde dit que c'est un peu un trou, il n'y a pas le soleil. Mais du coup, on est arrivé et de peu à peu, on a rencontré un peu du monde ici. Et on trouve que c'est super sympa. Du coup, c'est très spécial ici parce que c'est très personnel. Donc, les gens que tu connais ici, ils t'aident beaucoup, ils sont très ouverts. Et oui, et si tu as un problème, tu peux juste demander le voisin. Si tu veux discuter quelque chose, tu appelles le président, tu dois manger une assiette valaisanne et tout va bien, la ville est bien. Du coup, après, le propriétaire il nous a demandé, comme il voulait partir en République dominicaine pour habiter là-bas, pour faire un peu l'aventure, il a nous demandé si on veut reprendre le refuge. Et nous, on trouve ça une bonne idée, une bonne expérience. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant, c'est mon 5e année maintenant que je fais le refuge. Mais on se disait pourquoi pas mettre un peu la restauration en place, la buvette en place, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir une buvette ici, un petit restaurant à côté. Du coup, on a fait un peu le bricolage, moi et mon mari. On a cassé des murs, on a fait beaucoup de peinture, beaucoup de choses. Et on a changé quand même assez de choses dans ce refuge. Mais à la base, l'idée de ce refuge, on a un dortoir avec 19 places. En bas, il y a une petite salle de bain, local chaussures avec 2 douches, 2 toilettes. Et il y a une cuisine où on fait pas mal de choses à la carte. Et ça reste assez simple. Donc, on veut quand même que le randonneur qui vient ici,
il reste dans une grande porte-voie. C'est un peu la vie amicale. C'est un peu comme c'était à l'époque. Tu as un peu l'expérience randonneur. Tu dors dans le dortoir, tu manges des choses bien, me semble. Et voilà, on voulait aussi garder ce style. Parce qu'on voit justement beaucoup de randonneurs à Trient, etc. et au refuge. C'est parce que aussi c'est sur un des sentiers du Tour du Mont Blanc, c'est ça, sur un des itinéraires? Exactement. Juste derrière nous, on a le col de Balme. On voit le sommet du col de Balme. Et c'est où les gens ils viennent, où ils partent le lendemain. Et sinon, ils viennent de Champé. Donc Champé, c'est une étape en Suisse avant. Après, ils arrivent à Trient. Et après, ils vont souvent à Tré-le-Champ ou à Vallorcine. Voilà. Et ça, c'est une des étapes sur le Tour du Mont Blanc. Oui. Et Ania, tu as parlé du refuge, mais juste derrière nous, là, il y a aussi la yourte des Amis, qui est aussi présente d'ailleurs en hiver, mais à un autre endroit. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup comment ça se passe avec la yourte et qu'est-ce que vous faites dedans? Oui, en fait, c'est rigolo. On n'avait pas la yourte avant. Du coup, dans la petite cuisine que tu vois là-bas, on avait mis une table avec 20 places. Ah ouais. Donc, j'avais un tout petit coin pour cuisiner pour 25 personnes la soirée. Donc, souvent, je cuisinais sur le feu dehors parce que je n'avais pas la place de cuisiner dans le refuge. Et tout à l'heure, plus tard, la commune, ils avaient déjà une petite yourte en bas où il y a une petite téléski et une petite piste de luge pour les enfants en hiver. Et m'ont demandé si on n'a pas envie d'exploiter la yourte pour en hiver. Ah, ben, je dis, ok, cool, pourquoi pas. Et du coup, on fait le premier hiver là en bas, à l'autre côté du village, ça fait 1 kilomètre d'ici. Le long de la route principale? Oui, exactement. Et après, on s'est demandé est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la yourte aussi en été, parce que ça nous donne un peu la place. Ça nous fait une salle à manger. Et maintenant, voilà, c'est la yourte des Amis et le refuge, le petit. En été, c'est combiné. Et en hiver, il n'y a que la yourte des Amis. Et on a une deuxième yourte maintenant qui est en hiver, c'est la cuisine. Comme tu es venu, c'est la cuisine. Oui. Et ça, c'est une chambre maintenant. Donc là, il y a des gens, on voit le monsieur là sur le hamac. Là, il y a 4 lits aussi dedans pour dormir. Et justement, quand j'étais venu vous voir en hiver, Trient, c'est bien différent. L'hiver, il n'y a pas énormément de monde qui y vit. Et du coup, ça joue un rôle aussi où les habitants ils peuvent venir se rencontrer. C'est un des seuls bars du village, finalement, la yourte des Amis en hiver. Oui, en hiver, on est le seul bar du village, restaurant village, oui. C'est aussi difficile d'être ouvert tous les jours. Ça, on n'est qu'ouvert le mercredi, les vacances et le week-end. Mais en été, oui, ça change quand même. On a la Grande Ourse et l'Auberge Mont Blanc aussi, que c'est 2 grands hôtels, auberges. Et ils font aussi un petit peu la restauration et le bar aussi. Donc, il y a plus du monde en été. Et Ania, pour les gens qui nous écoutent et qui vont peut-être passer dans le coin, on peut y trouver quoi au refuge Le Petit en termes de nourriture ou de boissons? Les gens peuvent manger, par exemple, au refuge? Oui, exactement. Donc, on est ouvert 4 fois par semaine à midi. Ça veut dire mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et on a un bon choix de plats. Donc, on n'utilise que la viande locale. On a la bonne viande ici. On a aussi des produits de la ferme à côté. Et voilà, on a notre spécialité, c'est par exemple la salade chèvre avec des figues et de chèvre de la ferme. Et on a aussi de bonnes burgers faits maison. Voilà. Donc, au-delà du Tour du Mont Blanc, Ania, c'est aussi le départ de nombreuses randonnées ici. Donc, est-ce que tu peux nous en conseiller une en famille ? Alors, une randonnée facile et super jolie, c'est la piste Trient. Et moi, je conseille fortement de faire tout le boucle. Parce que la piste Trient, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la Forclaz. Ils font aller-retour de la piste parce que c'est plein, il ne faut pas trop monter. Mais ça vaut vraiment la peine de descendre à Trient, de visiter la ferme. Il y a un petit magasin self-service. Il y a l'école de Trient, magnifique, jolie décoration. Et tout le monde à Trient fait aussi l'effort de faire un peu le jardin, le potage. Donc, c'est quand même, ça vaut la peine de remonter à la Forclaz après. Ça fait que 200 mètres de dénivelé de remonter après. Donc, moi, je conseille ça en famille. Vous pouvez aller presque jusqu'à le glacier de Trient.
et c'est pas trop difficile. Et après, si vous voulez une randonnée un peu plus sportive, bien sûr, il y a le Tour de Mont Blanc. Mais qu'est-ce que je trouve magnifique à Trient, on peut être toujours toute seule dans la montagne. Donc si on reste pas sur le sentier Tour de Mont Blanc, on monte là derrière à Le Cep. On est tout tranquille, on voit personne et c'est très magnifique. On voit le lac d'Emosson. Okay, il y a même des loups là-bas maintenant. Waouh. Et voilà. c'est une randonnée de combien de temps? Ça, au départ si d'ici, voilà, il y a une randonnée que j'aime bien faire, c'est un peu sauvage. Vous montez à Le Cep, vous redescendez à Le Cheur et vous revenez ici. C'est un sentier qui n'est pas trop bien marqué pour revenir ici à Trient, qui est super sauvage. Ça fait une boucle de 4-5 heures, je dirais. Oui. Ok. Bah, merci beaucoup Ania, on sait qu'il y a beaucoup de monde au refuge, donc on va pas prendre plus de temps. Merci beaucoup déjà de nous accueillir au refuge. Nous on va continuer notre émission, on va recevoir d'autres habitants de Trient pour nous expliquer un peu comment se passe la vie ici et pour nous expliquer leur activité. Et on continue avec une musique sélectionnée par Kirstine, Ça de Al Masrin. مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب مني ده صح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح وألف صح عرفت أحلم وأغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب مني ده صح وألف صح عرفت أحلم وأغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح
C'était le titre Ça de Al Masrin sur la radio des ours 90.7 FM. On est toujours en direct du refuge Le Petit dans le village de Trien et on a une vue magnifique sur les langues du glacier de Trien dans cette nature exceptionnelle. Et Jess, on continue notre émission en direct en recevant Patrick sur le plateau de la radio des ours. Oui, bonjour Patrick, merci de venir au micro de la radio des ours. Merci, bonjour à vous. Et vous êtes donc le président du ski club de Trien. Donc racontez-nous, ça consiste en quoi le ski club de Trien? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, le ski club de Trien, c'est une société qui sert surtout l'hiver à aider les enfants à faire du ski, à les amener visiter les stations valaisannes. Et aussi, bien sûr, il y a les adultes qui sont là avec nous pour nous soutenir. Et bien sûr, c'est ouvert à tous les habitants de Trien et de Fin-Haut aussi. Ok, et vous les emmenez où skier alors? Alors, les adultes, on les amène un peu partout en Valais et on a des fois des sorties de 2 jours où là, on va sur 2 jours ailleurs, que ce soit en France, en Italie ou parfois des stations en Suisse. Et pour les enfants, c'est surtout La Fouillie, Téléchampé et parfois à Valorcine, la station de Balme. Okay. Et vous faites plutôt du ski piquet, du ski freeride, du ski loisir Alors le ski club de Trien, c'est vraiment un ski club de loisirs pour donner du plaisir, que ce soit aux enfants, aux adultes, sans se prendre la tête. Vous êtes facilitateur de ski en fait, voilà, c'est ça, exactement, oui. Et Patrick, du coup, on l'a dit, il y a des gens de Trien qui viennent d'un peu partout. Vous, c'est quoi votre histoire avec ce village? Vous avez grandi ici? Alors moi, j'ai toujours habité ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes écoles ici. Et bien sûr, j'ai été au ski club depuis à peu près que je sais marcher. Parce que c'est un peu la coutume ici des enfants de Trien, justement. C'est du moment quand on sait marcher, on nous met sur des skis et puis voilà, on nous amène un petit peu partout skier. Et on en parlait avec Anya juste avant, mais c'est un peu particulier l'hiver aussi ici. Il y a moins de monde, moins de randonneurs, etc. Et voilà, vous pouvez un peu décrire comment change le village de Trien entre l'hiver et l'été? Alors, c'est sûr, c'est totalement l'opposé. Parce que c'est vrai que les Trien, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a du soleil quand même, mais c'est assez rare. Mais comment je pourrais décrire? C'est vrai c'est assez... c'est vraiment la nature en fait. Trien, l'hiver, c'est où il y a beaucoup de neige et vraiment quand il neige ici, si on n'a pas une bonne 4x4, des fois ça peut être compliqué. Et puis voilà, il y a tout l'environnement autour, parfois des avalanches comme ça, mais voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Oui, c'est un milieu extrême. C'est un petit peu un endroit extrême, mais nous on est habitués à ça. Et vous aimez peut-être? Ah bien sûr, sinon ça fait longtemps que j'aurais déménagé en ville. Et il y a combien de mordus de ski alors dans le ski club, dans l'association du ski club? Alors dans le ski club, il y a passé 110 membres, dont 40 qui viennent assez régulièrement à nos sorties. Et là, du coup, il y a de plus en plus d'enfants qui reviennent au ski club. Avec les 3 dernières sorties qu'on a faites, on a été à passer 23 enfants. Donc pour un ski club comme Trien, qui est un petit ski club quand même, ça fait toujours plaisir pour ceux qui organisent. Ouais, c'est quand même pas mal de membres et vu que vous êtes un ski club, vos activités c'est principalement l'hiver, mais est-ce que l'été, je sais pas, vous essayez de vous rassembler quand même pour maintenir ce petit côté associatif, etc. Voilà, effectivement. Alors du coup, le ski club organise le dimanche de la patronale qui se déroule généralement en juin. Et le 31 août aussi, là on organise la fête nationale. Et généralement, on fait des petits concours. Comme là, prochainement, on va faire un rallye pour les membres. En tout cas, ça va être quand? Pardon. Alors là, ça va être le 23 avril de tête. Non, le 3 avril, pardon. Le 3 avril. Le 3 septembre. Ouais, pardon. Oui, parce que ça me semblait loin. Le 3 septembre, pardon. Et ça, c'est pour votre activité du coup au ski club, mais vous avez aussi une autre activité, une autre passion plutôt, c'est Slammer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quand est-ce que c'est né? Est-ce que vous avez toujours écrit du coup, ou est-ce que c'est venu un peu sur... Alors du coup, l'écriture, j'ai commencé quand j'étais jeune, plutôt vers les 13-14 ans. Et puis au fil des années, j'ai continué à écrire. Et j'ai une maman musicienne du coup qui m'a beaucoup soutenu là-dedans et qui m'a permis de m'accompagner, de me pousser un petit peu en avant justement pour la musique.
Et puis c'est comme ça que j'ai pu sortir un album en 2020, après pas mal de concerts. Et un album qu'on peut retrouver, je sais pas, peut-être sur Internet ou... Alors là, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Patrick Tissière Artiste, où il y a toutes les coordonnées et 2-3 chansons que j'ai mis justement sur mon site Facebook. Patrick Tissière ? Tissière Artiste, voilà. Et vous l'avez dit, vous avez grandi ici, tu écris depuis longtemps. Est-ce que voilà, cet environnement un peu, on le disait, extrême, etc., ça t'a inspiré un petit peu dans ton écriture? C'est quel genre d'écriture? Tu écris plutôt sur la nature ou... Alors, j'écris vraiment sur tous les thèmes. C'est vraiment des choses des événements marquants qui me touchent, où je commence à écrire, ou des choses que je vois. Après, c'est vrai que surtout en vivant à Trien, j'écris parfois sur la nature. Surtout, j'ai un petit coin où il y a un banc où j'écris parfois là-bas, avec la vue sur glacier. Donc, un petit coin secret. Voilà, alors. Exactement. Donc, c'est un endroit magnifique. Merci beaucoup, Patrick. Peut-être pour terminer, on peut te demander de nous slammer un texte, si ça te dit, comme ça au moins nos auditeurs vont voir un petit peu ton style d'écriture. Avec plaisir. Alors là, je vais vous interpréter, c'est un texte que j'ai eu la chance de faire pour Caravane FM, qui était une émission qui est passée sur la RTS. Et puis c'est vraiment dédié à Trien. On est pile dans le thème alors. On peut te lancer, alors vas-y Patrick, quand tu veux, on t'écoute. Je vais dédier ce paragraphe à tous ces irréductibles villageois qui peuplent mon village, qui se dépeuplent parfois. Nous n'avons pas besoin d'une tunique pour savoir d'où l'on vient, car chaque être de ce village est unique. Fier de crier « on est chez nous » et prêt à tout comme les Gaulois face aux Romains, s'entraider, se soutenir, se faire la gueule, car oui, on vient de Trien. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. On tient à dire, en plus, on l'a prévenu au dernier moment. Donc... C'était pas trop prévu. Donc c'est une performance. Merci beaucoup, Patrick, pour merci à vous. Pour ce texte. On continue notre émission avec Jess sur le 90.7 FM. On a encore plein d'invités, plein de chroniques qui nous attendent en direct depuis le refuge Le Petit à Trien. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Des larmes, des larmes, des larmes, des larmes roulent sur tes joues. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, t'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin, claquer la porte avec fracas, on ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça 2 fois sur 3. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Sans blague, sans blague, sans blague, sans blague, dis à quoi tu joues, tu vas abîmer ton cœur, à trop vivre plus fort que tout, hypersensible et sauvage, dans ta tête comme dans une cage, t'as tellement besoin qu'on t'aime, que t'oublies de t'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite,
Et c'était Isia, notre chère Isia, avec Trop vite. Vous êtes toujours sur la radio des ours, 97.7. Et nous sommes en compagnie de Marie-Hortense. Bonjour Marie-Hortense. Bonjour. Merci de venir au micro de la radio des ours. Donc vous m'avez raconté, quand on s'est rencontrés tout à l'heure devant le refuge, que vous avez toujours vécu ici à Trien. Vous êtes née ici? Je suis née ici. Alors racontez-nous, c'était comment la vie quand vous étiez petite ici à Trien? Alors, je suis née à Trien. Je suis née, je dirais, au village, au centre, à côté de l'église. On a une enfance formidable. C'était la période où, par exemple, l'été, on attendait tous les vacanciers parce que l'été, tous les chalets étaient occupés par toutes des familles qui venaient chaque été. Alors, on a passé vraiment des belles vacances l'été. Et puis après ça, il faut partir. Donc, le moment où on va en plaine, j'ai fait un apprentissage dans une banque. Et puis je dirais que la période de jeunesse, elle a été dure parce qu'on était très peu de jeunes. Ça, c'était le plus dur. Parce que... À vivre ici? À vivre ici. Pour moi, c'était dur parce que j'ai toujours été... j'aimais la société, Alors, c'était dur parce qu'on était très peu à l'école. J'ai terminé l'école, on était 5 quand j'ai terminé l'école et c'était en 68. C'est pour ça que vous dites que vous attendiez l'été avec impatience pour voir arriver les résidents secondaires. Et voilà. Alors donc... C'était, la jeunesse, j'ai pas eu de jeunesse, voilà. À Trien, parce qu'ils étaient partis en Angleterre, en Allemagne, mes sœurs, elles étaient dans les hôtels, enfin, histoire de dire que c'était, voilà. Mais après ça, je me suis bien rattrapée. Parce qu'après, j'ai travaillé 9 ans dans une banque à Martigny, puis après, je me suis mariée. Et le moment, à l'époque, la mode, c'était quand on se marie, c'est qu'on reste à la maison. J'ai eu mes enfants et là, je suis restée, on a vécu 4 ans à Martigny, puis on est revenu vivre à Trien. Puis mon mari est arrivé à Trien pour remplacer, c'était un jeune qu'ils avaient mis pour remplacer parce que mon papa, il faisait le corps postal Martigny-Trien. Et c'est lui qui est venu, on s'est mariés, on s'est installés. Et là, j'ai commencé à vivre ma jeunesse. Et je m'amuse encore maintenant. Voilà, parce que la maman de Patrick... elle est venue comme enseignante. Bon, mon mari est de la vallée de Bagne. La maman de Patrick, c'est une enseignante qui vient de la vallée de Bagne. Et voilà qu'elle a vu ce petit village. Elle avait des dons. Elle s'est dit, on est des amateurs, mais il faut qu'on se lance. Alors, grâce à elle, on a fait du théâtre, on fait du chant. On fait encore maintenant des soirées chansons françaises. Que, par exemple... qu'on va faire, par exemple, une soirée le 9 septembre à Trien. Et là, on est toute une équipe, on est une quinzaine, on a un orchestre, on s'amuse bien. Voilà. Et grâce à elle, il y a eu beaucoup de choses dans le village que vous avez pu mettre en place. Exactement. Alors là, comme mon mari travaillait, on peut dire, 3 dimanches sur 4, donc moi, j'ai bien vécu. J'avais beaucoup de dimanches dans ma semaine. Parce que quand lui avait congé la semaine, je partais avec lui. Et puis le dimanche, je profitais de ce qu'il y avait ici. Puis mes enfants, ils sont... malheureusement, eux sont partis là maintenant. Voilà. Alors, voilà. Et Marie-Hortense, vous le disiez, il y avait une partie de la jeunesse qui était dure, mais vous êtes quand même revenue. Ici, on trouve quand même des choses... à Trien qu'on ne trouve pas ailleurs au niveau, on en parlait avec Ania, de la convivialité entre les gens, etc. Alors moi, sincèrement, je trouve que c'est un village où on s'entend très bien. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Au contraire, actuellement, c'est sûr que beaucoup de jeunes sont partis, dont mes enfants qui n'ont pas l'air de revenir. Donc, on est heureux, on voit arriver des familles, on voit arriver d'autres gens. Je dirais qu'on a un peu de... Je dirais pas cosmopolite, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens de cantons différents. On a des Français, on a des Finlandais. Moi, je trouve que quand il y a des animations, on est présent et c'est une bonne entente. Moi, sincèrement, je me plais. Et grâce à ce petit village, ce que je dis souvent, c'est que il fallait presque être tout le temps présent.
dans le sens qu'il y a peu de monde. Alors, si par exemple, on n'est pas une assemblée, tu étais pas. Si on est, vous voyez, j'ai un peu dû vivre en me disant, il faut être présent un peu partout. J'ai vécu un peu comme ça, mais j'ai eu la vie facile parce que j'avais un mari qui avait des horaires tout différents. Donc, je me suis bien rattrapée. Je me plais, en fait, ça va. Puis j'ai mon amie, la maman de Patrick, c'est vraiment, avec elle, c'est super parce que elle a toujours plein d'idées. Oui, puis vous mettez en place de jolis projets, donc vous avez une troupe de théâtre aussi? Alors, la troupe de théâtre, alors ça, maintenant, il n'y a plus tellement de théâtre, mais par exemple, on est plus dans le chant maintenant. Elle arrête un petit peu le théâtre, mais il y a toujours des enfants qui ont... Enfin, il se passe toujours un petit peu quelque chose. Et là, dernièrement, maintenant, j'apprends ce que c'est la Nuit des ours, parce que j'ai aussi participé à ce que vous avez fait la semaine passée. Et nous, juste avant, on avait un festival qui a maintenant depuis 13 ans dans la vallée, entre Finhaut, Trias, la vallée qui va jusqu'à Verneilla, et ça s'appelle Orguessim. Et cette année, Orguessim, il y a une dame de Finhaut qui est venue s'installer, une Allemande, et elle fait de la comédie musicale. Alors, j'ai fait un atelier de comédie musicale. Ah, vous avez participé à cet atelier qui avait l'air fabuleux. Oui, j'ai participé avec mon ami aussi. On était 4 du chœur des jeunes. Non, je me trompe. Les jeunes de chœur, on n'est plus le chœur des jeunes parce qu'on a tout un âge. Il y a des plus jeunes, mais bon. Alors, on était déjà 4. Voilà, qu'on a fait cette soirée, enfin cette semaine. Et puis là, maintenant, on se prépare pour ce qu'on va faire au mois de septembre, si jamais. Le 9 septembre à Trien. Et après, on fait 2 soirées à Martigny en novembre et une soirée à Ravoire. Et toutes ces dernières années, avant le Covid, on allait même à Valorcine. Parce qu'on avait une fille de Valorcine qui s'appelle Rachida, qui travaille... à la mairie, et puis elle aime chanter, alors elle faisait partie de notre groupe. Alors, avec Valorcine, je trouve qu'on s'ouvre pas mal en ce moment. Et justement, vous parlez de Valorcine, il y a un lien entre ces 2 villages aussi, c'est parfois le fait que ces villages soient coupés, soit par le col de la Forcle, soit par le col des Montées. Est-ce que vous avez vécu, vous, des épisodes où vous étiez vraiment isolé à Trien à cause de la neige? Alors oui, nous, on a eu ça fait quoi maintenant? 3 ou 4 ans en arrière, quand notre route, elle a été coupée là, pendant 2 mois. Vous savez, le col de la Forcle, là, il y a eu un éboulement. Alors là, notre porte de sortie, c'était Valorcine, Chamonix, et puis Châtelard, Finhaut pour le train. Ouais. Mais il est arrivé qu'il y a eu beaucoup de neige. Par exemple, on ne pouvait pas aller sur la France. Mais par bonheur, le train a toujours fonctionné. Donc là, à la limite, oui, on aurait pu être vraiment coupé. Oui, oui. Et moi, j'ai encore une petite dernière question. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Et là, on voit le glacier du Trien juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il était par rapport à aujourd'hui, ce glacier, quand vous êtes né? Est-ce qu'il y avait vraiment une grosse différence? Oh, énorme, énorme. Oui, alors c'est triste de le regarder. D'ailleurs, depuis chez moi, je le vois... au printemps, c'est encore tout beau blanc. Parce que voilà, mais maintenant, à le regarder, alors vraiment, oui. À l'époque, je crois, depuis la petite buvette, on allait en une demi-heure. Maintenant, c'est beaucoup plus pour aller... Non, c'est triste. Oui. C'est quelque chose qui nous... Oui. En fait, c'était pas ma dernière question. J'en ai encore une dernière. C'est sur l'église de Trien. Avant, on en parlait qu'il y avait des gens qui venaient exprès pour ça, pour voir l'église rose de Trien. Est-ce qu'elle a toujours été aussi rose, cette église de Trien? Alors, non, pas autant rose, non. Quand elle a été refaite, ils ont voulu revenir à la couleur rose. Mais là, il y a eu une erreur dans le... La couleur initiale, elle était rose, oui. Puis elle a passé, elle a été assez claire. Et puis là, quand ils sont revenus, je pense qu'il y a eu un mauvais mélange. Et puis maintenant, eh bien, écoutez, on commence à être connus à la ronde grâce à notre église rose.
Parce que je me suis aussi occupée de l'église pendant une 30aine d'années. Et c'est fou, les gens du Tour du Mont-Blanc qui rentrent dans l'église, ils écrivent sur un petit livre. Mais c'est impressionnant, l'intérieur, ils sont heureux de voir une église ouverte, mais ça revient beaucoup sur la couleur. Et si on rencontre des gens à l'extérieur, puis que d'où venez-vous? Je dis de Trian. Ah, c'est où il y a l'église rose. Donc voilà, c'est un peu notre carte de visite à la limite, mais quand même un peu rose. Surtout l'hiver avec le blanc, de la neige. Moi, j'ai encore une petite dernière question. Je voulais qu'on revienne sur votre enfance, sur l'école. Comment ça se passait, l'école? Où vous alliez à l'école? Combien vous étiez? Comment c'était l'école quand vous étiez petite? Oui. Alors l'école, j'habitais tout près de l'école. On n'a jamais été un grand nombre. Mais Et l'école, était à côté de l'église. Oui, hein, elle est ça à côté de l'église. Comme aujourd'hui. Elle est toujours là, exactement. Alors, on n'a jamais été vraiment nombreux. Moi, je pense que peut-être 12. Peut-être au tout début, je ne pourrais pas me rappeler. Mais l'école, je suis arrivée donc en 68 où on n'était plus que 5. Et après ça, elle est remontée un tout petit peu, elle est redescendue même à 3 une année. Ils ont toujours tenu pour la garder. Et après, elle est remontée à 12 enfants. Et c'est retombé un petit peu. C'est revenu à 28. Il y a peut-être, parce que ça date peut-être là de peut-être 12 ans en arrière, à 28. Elle a toujours fait des hauts et des bas. Et actuellement, ils ont réussi avec Fin Haut à partager les enfants, les petits et les premières primaires, je dirais, sont à Trian et les autres sont à Fin Haut. Alors, avec des bus, ils voyagent et maintenant, je crois que on arrive peut-être à plus de 20 enfants cette année qui va commencer l'école. C'est-à-dire 20 à Trian et puis à Fin Haut, je ne sais pas. Ah, OK. Et actuellement, c'est super. Ces dernières années, on a plusieurs familles qui sont venues. Alors, donc voilà, quand quelqu'un arrive, on est heureux. Quand on entend qu'il repart ou autre, là, voilà, moi, je me réjouis. D'ailleurs, je dis toujours que quand il y aura 500 habitants, peut-être que j'irai vivre ailleurs. Alors, paraît-il, je n'aurai pas grand espoir, mais pour le moment, je suis là, en fait. Oui. Merci beaucoup, Marie-Hortense, pour toutes ces anecdotes sur Trian. On va continuer notre émission sur le 90.7 FM en direct depuis le refuge Le Petit. Merci encore, Marie-Hortense, d'être venue. Merci Marie-Hortense. Merci. On continue avec la playlist de Kirstine sur le 90.7 FM.
public d'enfants et de brebis, de chats errants. Il y a l'élan en toi. Dis-moi ce que tu vois. Il y a l'élan en toi. Dis-moi ce que tu vois. Le torrent franco-suisse l'eau Noire, qui descend du col des Montaies, rejoint le Trian et forme les gorges mystérieuses de Tête Noire. Une sente abrupte, mais praticable, sillonne la forêt. Mousses, lichens et fougères, ruines, villages fantômes, grottes aux nymphes. On écoute tout de suite notre chronique du Trian sur les gorges mystérieuses. Les gorges mystérieuses de Tête Noire. Voilà une appellation et une balade qui ravira votre âme aventurière et vos chérubins à l'imagination débordante. J'ai rencontré pour vous Patricia Bruchet, conseillère communale et présidente de la Société de développement, pour en savoir plus et vivre l'aventure aux côtés d'une spécialiste. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'histoire de ce lieu assez magique ? Il y aurait beaucoup à dire sur les gorges mystérieuses, sur Tête Noire. Mais je crois qu'il faut d'abord commencer par parler de Tête Noire dans la mesure où c'est vraiment un endroit pour Trian qui était très historique à l'époque. C'est l'endroit où les diligences échangeaient les chevaux entre Martigny et Chamonix. C'était un petit village avec une boucherie, un hôtel, et puis beaucoup de vie. Et puis en fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le patron de l'hôtel a découvert ce chemin des gorges mystérieuses qu'il a ouvert au public. Et puis, c'est vrai que l'hôtel, c'était vraiment un hôtel où les gens mangeaient, buvaient, et changeaient les attelages. Il y en a qui pouvaient même dormir là. Pendant ce temps où les gens attendaient, le propriétaire a eu l'idée de faire visiter ces gorges mystérieuses. À un moment donné, il y avait où on vendait des tickets. À l'époque, on payait pour aller voir la grotte aux nymphes. Un promontoire qui avait été construit justement pour voir toute la région, tout le bas de la vallée, en dessous des gorges mystérieuses. Mais malheureusement, au début du XXe siècle, il y a eu un accident mortel et à partir de ce moment-là, les gorges ont été fermées. Donc, suite à la construction de la nouvelle route entre Martigny et Chamonix, le lieu Tête Noire perd un petit peu, ce chemin perd un petit peu de son utilité. Donc l'hôtel ferme. 10 ans plus tard, l'hôtel est incendié et donc il n'en reste aucune trace aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que vous me disiez Tout à fait, oui. Maintenant, quand on passe à Tête Noire, il n'y a absolument aucune trace de la vie qu'il y a eu à l'époque. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas connu le Tête Noire au moment où il y avait justement cet hôtel et puis cette vie qui allait avec, on ne peut pas s'imaginer qu'il y avait quelque chose avant. Parce que maintenant, c'est vraiment... il n'y a plus rien, c'est vide. Mais par contre, il reste donc un sentier en boucle qui permet de descendre jusqu'à la grotte aux nymphes. Tout à fait. Alors, depuis Tête Noire, on peut partir soit du côté droit, soit du côté gauche. Moi, je conseille quand même de partir du côté gauche parce que c'est plus joli, c'est plus doux comme pour la marche. Et puis avec des enfants, ou bien il n'y a pas toutes ces échelles qui sont raides à descendre. Mais ouais, c'est une balade qui dure 1 heure de temps, qui passe par le hameau du Troulaire. Et puis après, on descend un peu plus bas jusqu'au point presque au point le plus bas de la commune de Trian. Et puis on remonte un petit peu pour arriver justement aux passerelles qui ont été remises en activité au début des années 2000 par les quelques férus des gorges mystérieuses de Trian.
Et après, on arrive justement à cet endroit où il y a la grotte aux nymphes, qui est vraiment l'aboutissement de la balade, avec des gorges qui tombent en cascade, et puis il y a toujours une lumière magnifique, peu importe le temps qu'il fait, peu importe si c'est l'automne, l'hiver, l'été ou le printemps, c'est vraiment un endroit magique à chaque fois, quoi. Et donc ce chemin est praticable toute l'année ? Non, il est praticable plutôt printemps, été, automne. En hiver, c'est quand même déconseillé de s'y rendre. Oui, parce qu'il faut passer par des petits ponts, des échelles. C'est quand même un chemin qui est engagé, entre guillemets, même si ça reste une balade familiale. Tout à fait, oui. Après, avec des enfants, il faut quand même faire attention parce qu'il y a justement ces échelles. Il y a le sentier, il est très bien dessiné, mais c'est quand même assez vertigineux dans les alentours. Nous arrivons à la grotte aux nymphes, et la grotte aux nymphes, donc qu'est-ce qui s'y passe dans cette grotte ? On y voit des petits lutins ? Si on a assez d'imagination, j'imagine qu'on peut les voir ou les sentir. Il y a des escaliers à descendre, parce que c'est quand même quelque chose qui est très caché, hein. C'est niché au creux des gorges. C'est vraiment une cascade qui tombe, c'est pas un ruisseau qui serpente au milieu des montagnes. Il y a plutôt ce côté fantastique de la cascade et puis de la lumière qui va avec. C'est compliqué d'en parler, c'est mieux d'aller voir pour vraiment se rendre compte cette énergie qu'il y a et puis qui se dégage de cette cascade. D'ailleurs, une fois par année, il y a un géobiologue du centre du Valais qui vient avec une équipe dans les gorges mystérieuses durant une journée, parce qu'il paraît que c'est un des endroits de Suisse les plus riches en ondes telluriques. Voilà, ça explique aussi peut-être toute cette énergie qu'il y a là-bas dedans et puis qu'on ressent quand on y est. C'était Patricia Bruchet pour parler des gorges mystérieuses. Et autre point d'intérêt plus discret, connaissez-vous les forts militaires de Littrau et de la Forcle ? Avec ses rideaux brodés aux fenêtres, ses volets et sa planche d'accès pour le chat, le chalet du col de la Forcle paraît si vrai qu'il est photographié par de nombreux touristes et que certains même demandent à le louer. Il est vrai que l'emplacement est superbe et offre une vue magnifique sur le col de Balme et le haut de la vallée du Trien. En réalité, il s'agit d'un faux chalet, mais d'un vrai fort de l'armée suisse avec mitrailleuse, poste d'observation et abri pour la troupe. Même chose pour le vrai faux rocher situé en contrebas au milieu de la prairie qui n'attire pas l'œil mais qui dissimule en réalité un redoutable canon anti-char tirant sur la route du col. Quant à la grange, que l'on aperçoit de l'autre côté du col, elle ne sert pas à remiser les foins, mais abrite un contre-ouvrage fortifié, lui aussi armé d'une mitrailleuse. Et oui, tous ces éléments du paysage sont faux, mais ils sont si bien camouflés qu'ils font partie intégrante du paysage. Ces fortifications sont ouvertes au public depuis juillet 2007. Ils ont été remis en état avec la collaboration de la commune de Trien, des biens culturels de Trien et de l'association du fort de Littrau. L'entrée est libre. La visite se fait sans guide et le matériel exposé est placé sous la bienveillance des visiteurs. Vous y trouverez des panneaux didactiques expliquant l'ensemble du dispositif, les buts des fortifications du haut de la vallée de Trien et l'armement des fortifications. Sur votre parcours, vous trouverez également un beau point de vue sur le vallon et le village de Trien. Les fortifications, pour information, sont ouvertes au public de juin à fin septembre, de 10h à 18h. Et ça vaut vraiment le petit stop. Et tout de suite, on retrouve une musique concoctée par Kirstine. Tell them we're coming. Imagination is what we're demanding. We won't stray. You'll hear us scream and shout till they play songs we can dream about. Across the nation,
dance to a different drum. On est de retour sur la radio des ours 90.7 FM en direct du refuge Le Petit avec juste en face de nous le glacier de Trien. On est dans le village à Trien, en plein cœur du village avec de nombreux invités et on continue notre émission jusqu'à 18h et on reçoit tout de suite Olivier sur le plateau de la radio des ours. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes au conseil communal de la commune de Trien. Vous vous occupez notamment des risques naturels, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi consiste ce rôle au conseil communal ? Oui, en effet, je suis au conseil communal depuis maintenant 10 ans. C'est mon 3e mandat. S'occuper des risques naturels sur une commune comme la commune de Trien, c'est 4000 hectares, la superficie. Donc c'est la plus grande commune du district. Et donc la moins peuplée avec 130-140 habitants à l'année. Donc une surface de terrain de haute montagne assez importante avec le glacier du Trien, le glacier des Grands et un cours d'eau qui se déverse dans le Rhône, le torrent du Trien. Donc en fait les dangers naturels au niveau suisse, c'est toujours, il y a un organisme au niveau du canton qui s'occupe des dangers naturels, donc c'est des ingénieurs cantonaux et elle donne des directives aux communes qui doivent essayer d'anticiper au mieux ces risques en faisant des cartes de danger. Donc ici, on a dû refaire les cartes de danger avalanche, les cartes de danger géologiques, les cartes de danger de crues, parce qu'on peut avoir des crues glaciaires, parce que le glacier du Trien, il présente une poche d'eau. C'est un des 2 glaciers à présenter une poche d'eau. Et donc mon rôle au sein du conseil, c'est de s'occuper de mettre en place ces projets, et de réaliser aussi dans le cadre de ces projets-là, quand des habitations sont menacées, des ouvrages de protection qui sont faits bien sûr avec le canton et la confédération. Car pour tous les ouvrages de protection, il y a toujours une subvention qui est de l'ordre environ de 90%, 90% par la confédération et le canton. Voilà. Après... Vas-y, Jess. Et vous avez un exemple de ces ouvrages de protection que vous avez dû installer ? Oui, alors tout à fait. Donc c'est vrai que ces années de conseil ont été intéressantes parce que
une sorte d'évolution. Voilà. Donc la vallée ici, on n'a pas eu de crue, mais on a eu des coulées de boue, des chutes de cailloux. Donc vous voyez en montant au col de la Forclaz, maintenant il y a une passerelle, sur le bis il y a une passerelle. Donc là il y a eu un éboulement assez important qui a coupé la route pendant 1 mois et demi. Et donc cet éboulement a vu la mise en place d'une digue en fond de vallée que maintenant on ne voit plus parce qu'elle est végétalisée. Elle protège les habitations juste en face de l'église. Il y a une habitation qui passait donc en zone de danger, zone rouge. On a pu faire une digue de protection pour que cette personne puisse continuer à habiter là. Et ce qui était intéressant cette année où il y a eu cet éboulement, juste au printemps, on a eu un autre éboulement sur la zone des Tsepes, sur le chemin qui monte au Tsepes. Là aussi, il y a une zone qui s'avère un peu instable, de plus en plus instable, parce qu'avec le dégel qui est rapide, et c'est surtout dangereux au printemps. Et donc là aussi, on a eu des blocs, donc on a dû refaire des cartes de danger. Aussi, là, il y a une assez grande digue de protection qui a été faite sur 2 ans et que maintenant, elle est végétalisée aussi. Donc, c'est pas évident de la voir de l'extérieur du village. Donc là, c'était pour protéger environ 5 ou 6 habitations qui avaient dû être évacuées aussi pendant un temps. Voilà. Donc tout ça, ce sont des risques liés aux crues et ça, c'était géologique. Ça, c'était géologique. Ça, c'était des coulées de boue. Donc c'est quand il pleut beaucoup, il y a trop de dégel, on a une pente raide, il y a de l'érosion, donc il y a des zones qui ne peuvent pas bouger pendant 50 ans, et puis on a une tempête, les arbres ils déstabilisent un peu le terrain, voilà, on a une sorte d'évolution, et puis aussi la question du gel-dégel, il fait moins froid, donc il y a un peu des zones permafrost, tout ça qui deviennent instables, voilà, il y a une évolution des terrains de montagne. Ok. Et est-ce que vous êtes soumis aussi à tous les risques avalancheux ? Est-ce qu'il y a beaucoup de couloirs d'avalanche ici, au-dessus de Trien ? Alors sur la zone habitable, il y a les seuls couloirs, la zone danger d'avalanche, c'est là où on se trouve, la zone du Petit. Rassurant. Donc là, on est en zone rouge. Heureusement, on n'est pas en hiver, en été. Donc en hiver, il y a moins de monde qui vient aussi parce qu'il y a moins de soleil. Mais là, c'est une zone avalanche pour les couloirs de la Croix de Fer et aussi le couloir de Pointe-Ronde. Là, il y a un couloir il y a une partie de la route qui est en zone rouge, le tournant qui est en zone rouge, et puis là c'est une zone avalanche. Simplement, il n'y a pas de gens qui habitent à l'année. Les seules maisons qui se retrouvent en zone avalanche, c'est le refuge. On ne peut pas exploiter l'hiver, c'est pour ça qu'on ne peut pas exploiter le refuge l'hiver, le refuge du Petit, parce qu'il est en zone rouge. D'accord. Et après, il y a deux zones d'habitation qui sont en zone avalanche l'hiver, et il y a une procédure d'évacuation en cas de risque trop important. D'accord. Voilà. Et pour revenir sur ce glacier de Trien qui est juste derrière nous et qu'on voit depuis le plateau de la radio des ours, vous parliez d'une poche d'eau au début dans le glacier. C'est quoi concrètement cette poche d'eau ? Comment ça se matérialise dans un glacier ? Alors les poches d'eau, en fait, c'est souvent l'explication, on n'a pas vraiment l'explication de la circulation hydrologique dans les glaciers. C'est des thématiques assez complexes qu'on a encore du mal à simuler. Simplement, en fait, ça avait été noté parce que cette poche d'eau, chaque année, donc il y a une exploitation hydraulique qui se fait sur Trien, donc elle est connue parce que ça va faire tout d'un coup, on a 10 mètres cubes qui vont être lâchés par le Trien, donc on a beaucoup d'eau qui arrive, beaucoup de sédiments. Et en fait, cette poche d'eau, elle se faisait normalement quand il commence les premières hautes températures, donc fin juin, début juillet. Donc on a des fontes qui se mettent en place, il y a une circulation de bédières, de moulins qui se met en place sur le glacier. Et puis il y a comme un bouchon, donc il y a une explosion qui se passait. Et puis là, on avait cette poche d'eau qui est déversée sur le glacier. Alors cette poche d'eau, elle n'a jamais vraiment fait comme côté français où il y avait eu les gros accidents, c'était la poche Saint-Gervais ? À Saint-Gervais, voilà. Parce qu'en fait, à Saint-Gervais, elle peut être plus petite, mais il y a une grande pente. Là sur Trien, en fait, il y a un grand aplat, quoi. Donc, elle se déverserait jusqu'ici, là, dans la vallée, face à nous, en fait. Oui, oui, mais simplement, là, l'eau, elle est captée par un ouvrage hydraulique. Là, toute l'eau du Trien est captée actuellement. Donc là, l'eau qui arrive, il y a 0% d'eau du Trien. C'est que de l'eau du Nord Noir. Le captage, il est total. Il est total. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ce glacier, c'est toujours des phénomènes intéressants à suivre en termes de danger eau. C'est important de bien savoir ce qui se passe là parce que c'est en cas de gros orages, en cas aussi de problèmes hydrauliques. En fait, c'est là qu'on peut avoir
beaucoup d'eau qui arrive. Là, on peut avoir 80 mètres cubes seconde. Et c'est pour ça qu'on a réalisé des mesures sécuritaires au niveau du Trian pour être capable d'arrêter en fait cette crue centenaire. Pour que cette crue centenaire, elle ne déborde pas. Parce que là aussi, on avait des maisons qui étaient en zone danger rouge. Donc là, on vient de finir ces ouvrages de protection. On est capable d'absorber cette crue centenaire où en fait, on peut avoir tous les phénomènes qui se mélangent. Est-ce que vous avez des dispositifs justement sur le glacier pour vérifier son évolution et pour vérifier ces choses-là aussi, ces dangers? Voilà. Alors sur la commune, en fait, sur le territoire, on a un observateur danger naturel hiver et un observateur danger naturel été, qui est Jean-Luc Lugon, qui habite à Fin-Haut. Et donc l'hiver et l'été, il a des dispositifs pour surveiller ça. Alors sur Trian, au niveau des écandis, il y a une installation qui transmet une photo toutes les 30 minutes de ce qui se passe au niveau de la poche d'eau là où elle sort, pour savoir en fait savoir quel débit il sort. Donc, tout d'un coup, si on n'a pas de débit, ce qui se passe. Et en plus, on a les paramètres météo, plus une alerte sur la pluie quand il pleut trop. En fait, il y a une petite alarme quand il pleut plus que 10 mm de pluie sur une heure. Les observateurs reçoivent une alarme, c'est un petit déclenchement et puis ils vont voir les courbes. C'est des alarmes qui sont assez efficaces pour appréhender les coulées de boue, etc. Donc ça, c'est l'installation qui est mise en place là-haut. Et cette année, on a eu des températures caniculaires très tôt, au début du mois de juin. Est-ce que ces capteurs permettent aussi de constater, je ne sais pas, peut-être un recul historique du glacier du Trian, ou est-ce que ces capteurs permettent de voir tout ça? Alors ces capteurs, ils permettent en fait sur le glacier, là, souvent quand on a ce type de station, on fait un time-lapse, c'est-à-dire on prend une photo par jour. Et puis on les met ensemble sur une année. Donc comme ça, on voit le glacier qui coule. Parce qu'en fait, le glacier, il avance environ dans la rupture, il avance 1 mètre par jour. Voilà. Donc quand on accélère l'image, en fait, c'est comme un torrent qui coule. Voilà, c'est ce que fait mon collègue Luc Moreau, qui fait depuis longtemps, pas forcément avec des systèmes qui transmettent en temps réel, mais ça, peu importe. Et après, on peut comparer aussi les photos d'une année à l'autre. Alors théoriquement, votre remarque, elle était pertinente. Il y a eu pas mal d'analyses comme ça qu'on a pu voir dans les journaux, mais sur Trian, en fait, la situation qu'on avait à la fin du mois de juin, donc le 27 juin, elle était identique à la situation du 28 août l'année dernière. Donc on avait déjà plus que la glace noire et toute la neige, en fait, comme il a très peu neigé cet hiver, c'était un hiver sec. La neige qui protège en fait les glaces, la glace du glacier, surtout dans les pentes où elle arrive un peu sur les cailloux, elle a très vite fondu. On s'est retrouvé avec une glace noire. En plus, il y avait pas mal de petites particules, avec des 2 mois épisodes d'avance de sable. Donc il y avait 2 mois d'avance, un truc sec. Donc c'est clair que là, il est très pauvre en glace, le glacier à ce niveau-là. Et Olivier, vous avez aussi plusieurs casquettes. Si je ne me trompe pas, vous faites partie aussi du comité énergie du district. Si je ne me trompe pas, en quoi c'est... Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer cela et en quoi consiste du coup ce rôle? Alors, ce rôle, c'est intéressant parce que la ville de Martigny, elle a un laboratoire qui s'appelle le CREM, le Centre de recherche énergétique de la ville de Martigny, qui travaille en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Ils travaillent sur des projets énergie assez intéressants, comment faire des économies d'énergie, la transition énergétique, toutes ces thématiques. Et d'ailleurs, ils ont un label de cité Gold de l'énergie parce qu'ils sont pas mal d'avance. Donc cette commission, elle permet de se regrouper avec toutes les communes, parce que toutes les communes du district, elles ont un représentant. Moi, je suis le représentant pour la commune du Trian, et à apprendre des expériences des autres communes, de profiter du savoir-faire du CREM pour monter des projets et d'activer la transition énergétique sur nos communes, parce que c'est une problématique actuelle. Au niveau suisse, il y a une politique 2030-2050 où on doit atteindre des objectifs. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui sont mis en place autour d'ici, ou même peut-être à Trian, des projets qui peuvent être mis en place? Alors sur Trian, en fait, le gros projet, on avait fait d'abord une analyse des potentiels énergétiques pour comprendre vraiment les besoins de la commune, après voir le potentiel solaire, le potentiel éolien, le potentiel géothermique, etc. Et pour l'instant, en fait, suite à cette analyse, là où c'était percutant, on a travaillé sur l'éclairage public, parce qu'on a environ 100 lampadaires sur la commune, et on a pu passer à un éclairage LED.
donc un éclairage LED. Donc on a eu un soutien, on a obtenu un soutien pro kilowatt au niveau de la Suisse et on a pu changer tous nos lampadaires de lampes à sodium à une LED. Donc l'avantage c'est quoi ? C'est qu'on a d'un coup, on n'a plus de pollution lumineuse sur Trian, on voit toutes les étoiles. Donc les gens par exemple qui viennent ici, souvent les gens ils disent les étoiles, mais parce qu'on a pu complètement assainir la pollution lumineuse, ce qui n'est pas le cas je pense dans beaucoup de villes autour de nous. Même il y a peu de villes, parce que Martigny, malgré leur label, ils ont de la pollution lumineuse parce qu'ils sont plus grands, donc il y a d'autres problématiques. Donc là on a eu de la chance. C'était pas forcément évident de faire un projet comme ça, parce que la lumière, on touche beaucoup de côté sensible des gens. Les gens vont avoir peur sans lumière, voilà. Donc, et puis aussi on fait des économies, quoi. C'est une économie de quelques milliers de francs suisses par an, parce que dès qu'on consomme moins d'énergie, on fait une économie d'énergie, et puis c'est un peu le but actuel de toutes les discussions qui animent suite. Et du coup, toutes ces initiatives, tous ces projets, vous les partagez au sein de la commission, avec les autres communes, avec les autres représentants de communes, bien sûr. Donc qui vous donnent des idées aussi peut-être. Oui, bien sûr. Donc en fait, maintenant, il y a beaucoup de communes du district qui veulent assainir leur éclairage public. Donc il y a des choses qui se mettent en place là-dessus. Et puis à la fin août, il y a un débat public qui est organisé dans la commune de Saxon avec des experts sur cette thématique pour justement actionner les envies des gens au niveau des exécutifs pour mettre en place ça. Parce que c'est toujours améliorer la qualité de vie et faire des gens, de ces citoyens, et faire des économies d'énergie. Moi, c'est ce qui me motive à chaque fois à être dans l'exécutif, c'est respecter chaque citoyen, améliorer la qualité de vie. Et puis aussi, avec les thématiques actuelles, faire des économies d'énergie, voilà, avoir une certaine conscience environnementale qui est importante. Ouais. Jess, tu as encore une j'ai encore une petite dernière question par rapport à cette transition énergétique et le BIS du Trien. Est-ce qu'il y a des projets qui se construisent autour de l'eau ? Alors, c'est une bonne question, mais le BIS du Trien, c'est pour notre commune, c'est purement touristique, pour la commune de Trien, quoi, parce qu'il y a plus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Il y a toujours un rôle d'arrosage, d'irrigation pour la commune de Martigny-Combe. Parce que là, le BIS de Trien, il est important parce qu'il irrigue des cultures parce qu'ils ont moins d'eau. Donc là, il y a un rôle qui est important. Donc c'est les deux communes qui participent au BIS. Mais en énergie, pour l'instant, il n'y a pas de réflexion. Et puis, il y a d'autres réflexions plus pertinentes à faire ailleurs avant ça, mais c'est une bonne question, parce que aussi le BIS de Trien, il faut voir que le captage, on a le droit de capter un certain nombre de litres d'eau, mais c'est une convention avec Émosson, parce qu'en fait Émosson, ils veulent pas qu'on capte l'eau du Trien, parce que l'eau du Trien, après c'est ses conventions, pour obtenir, pour capter l'eau, et puis c'est ça qui fait aussi la richesse des villages de montagne de la vallée du Trien, Fin-Haut, Trien, Salvan, voilà, la richesse, elle vient des concessions hydrauliques. D'accord. Merci beaucoup Olivier d'avoir été au micro de la radio des Ours. On va continuer. Merci à vous. On va continuer notre petite émission en direct du refuge Le Petit à Trien. On va continuer avec notre playlist faite par Kirstine et on va tout de suite écouter Danse de Giorgio. Comment espérer un paradis quand tu reviens des enfers? Les mensonges créent des légendes, mais pas des hommes légendaires. J'ai comblé le manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais. Non, le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait. Tu sais, le succès ça isole, mes rêves d'enfant dans ma camisole. Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi. On se voit tous les jours, on se connaît pas. Liguer les uns contre les autres, l'égoïsme en mode survie. Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres. C'est maintenant, il faut pas attendre ici. Pour l'instant je danse, je pense à rien. Pour l'instant je danse, je pense à rien. J'attends que tu me tends la main. Pour l'instant je danse, je pense à rien. Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère de jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer.
On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Se mettre à prier sans même y croire, pendant qu'on consomme de belles histoires. Les enfants du monde nés pour s'aimer ont divisé la terre en territoires. Changer l'eau en vin, le plomb en or. Trouver des plans cul comme réconfort. Nos cœurs et nos esprits en désaccord. Alors on sort la nuit, on s'évapore. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me tendes la main. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Dans nos cœurs il fait froid. Dans nos cœurs il fait froid. C'est pas un film qu'on vit, non. Arrête ton cinéma. Dans nos cœurs il fait froid. Je pense à ces débounas. Laramie, Mouchine, Adama, Ange du Binécha. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me tendes la main. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me me tends la main. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. La radio des ours, la nouvelle griffe de Globule. Por ficar ao léu, esfriei. Você me agradou.
est de retour au refuge Le Petit dans le village de Trien en Suisse sur le 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. On reçoit tout de suite notre nouvel invité Alexandre Capi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de venir au micro de la radio des ours, de nous rejoindre pour nous parler de votre engagement sportif. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Comment vous êtes arrivé au sport ? Je suis arrivé au sport déjà par mon oncle qui était passionné de ski de fond. Et puis on a commencé le ski de fond avec les jeunes du village. À l'âge de 10 ans, on était une dizaine de jeunes. C'était super cool. Ça a été un moteur, je dirais, pour toute ma vie. Après, j'ai eu la chance, par rapport à ça, c'est d'être quasiment en équipe suisse de ski de fond. Et puis, après, vers les 25 ans, quand le sport, j'ai baissé un tout petit peu, j'ai commencé à faire autre chose. Puis j'ai fait aussi le monitorat de ski de fond. Et puis, vers les 30, j'ai pris la présidence du ski club. Parce qu'ici, c'est presque... Je ne vais pas dire que c'est une obligation. Pour moi, c'était une obligation de rendre la chance qu'il m'avait donnée. Il m'avait aidé. Et puis, pour moi, il ne suffit pas de prendre dans la vie, il faut aussi donner. Et voilà. Aujourd'hui, vous transmettez donc aux enfants de l'école votre passion du ski de fond, puisque vous donnez des cours aux enfants ? Oui, alors c'était... il y a déjà 2-3 ans qu'on a la chance de pouvoir donner des cours de ski de fond aux enfants. Et puis, pour moi, ce qui a été exceptionnel cette année, j'avais une jeune qui m'a dit... je fais souvent des épreuves multisports quand on donne des cours de ski. Multisport. Alors, l'idée, c'est de... on a tous des points forts et des points faibles. Et puis là, elle avait gagné le multisport. Elle a dit, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Pour moi, quand j'en parle, ça me donne les frissons. Et Alexandre, avant, on en parlait aussi avec Marie Hortense qui a grandi dans le village. Elle disait que c'était parfois dur la jeunesse dans un village isolé comme Trien. Mais vous en avez profité à fond avec le sport pour le coup, avec le ski notamment. Oui, alors c'est clair, moi je n'étais pas comme les autres. J'avais pas besoin de sortir en boîte. Moi j'étais, je ne vais pas dire obnubilé, mais j'étais passionné, ce que je suis toujours maintenant, passionné par le sport. J'avais envie d'arriver. Et puis pour moi, pour arriver, il n'y a pas photo. Il faut se donner les moyens. Et puis, je m'entraînais. Et puis, quand on s'est beaucoup entraîné, on a besoin de récupérer. Donc, les discothèques, c'est pour les copains. Mais, pardon, je veux dire que ce n'est pas pour moi, mais ça me concernait moi. Et vous êtes distingué notamment avec le scalpinisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ce que c'est, en quoi ça consiste ? Alors le scalpinisme, c'est simplement de la randonnée en peau de phoque l'hiver. Et puis vous faites une ou plusieurs montées et aussi plusieurs descentes. Et puis à la fin, déjà c'est en équipe. Ouais. Et pour moi, le challenge qui était un compétiteur de ski de fond, où c'était essentiellement individuel, pour moi, l'équipe, ça a beaucoup de sens. Parce que l'équipe, c'est une chaîne, c'est un lien, c'est jauger les gens. Ce qu'aujourd'hui, je jauge quand je vais comme accompagnateur, j'aime écouter, voir, sentir. On écoute la respiration, on dit « Ah là, on est un peu vite » ou comme ça. Et ça moi, ça me passionne. Et c'est la course qui a rempli ma tête pendant peut-être presque 10 ans, c'était la patrouille des glaciers. Et puis on avait une équipe chez les gardes-forts qui était performante. Et puis là, j'ai eu la chance de faire avec mes collègues. On avait fait le doublé et moi j'étais dans l'équipe qui était deuxième. Et elle se passe où, cette course de la patrouille des glaciers ? La patrouille des glaciers, on part de Zermatt et puis on finit à Verbier. Ah oui, c'est une belle course. Oui, c'est une belle course. Ça fait quelques kilomètres. 56 km et puis je ne sais plus combien de dénivelé. Mais voilà. J'ai eu la chance, en 94, comme diraient les Français, c'est que ce soit... On était des très bons amateurs. Aujourd'hui, c'est devenu très élitaire. Les meilleurs sont très élitaires. Et aujourd'hui, les meilleurs nous mettent passer 2 heures sur le temps qu'on mettait à l'époque. Alors j'ai beaucoup de respect et on voit que le professionnalisme, ça a du bon. Par contre, nous, on avait la chance d'être une équipe de copains. Aujourd'hui, c'est une équipe d'athlètes de pointe.
Ouais. Et vous parliez justement que vous faisiez cette course avec les gardes-forts. Vous êtes aussi en charge des fortifications, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce rôle? Alors, les fortifications, il faut s'imaginer que la Suisse, pendant des années, on a cru qu'on était une forteresse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tous les points qui étaient un petit peu délicats, on essaye de les renforcer. Typiquement, on essayait de bloquer un ennemi qui viendrait depuis la France, qui allait envahir les grands axes. Alors, il y avait des ouvrages militaires à Châtelard, il y avait au col de la Forclaz, à Littrot. À Littrot, j'ai aussi travaillé. J'ai travaillé dans cet ouvrage. Après, si on va au défilé de Saint-Maurice, c'était vraiment l'axe principal du Grand Saint-Bernard. Et puis, c'était vraiment le général Dufour, qui était un de nos grands généraux en 1800, et je ne sais plus exactement la date, mais eh bien, lui, il a vu qu'il fallait utiliser ces renforcements naturels du terrain pour pouvoir être plus sûr, entre guillemets. Et vous vous investissez aussi pas mal dans la vie du village, notamment avec les pompiers, si je ne me trompe pas. Vous pouvez nous en parler aussi de votre rôle dans le village. Vous faites plein de choses dans ce village. Oui, alors, j'ai été commandant du feu, mais il y a déjà passablement d'années. Avec mon travail de militaire, j'étais souvent loin. À un moment donné, quand on a fait une restructuration au niveau des pompiers, et puis qu'ils commençaient à mettre du piquet, j'ai dit, il y a des gens qui sont sur place. Je crois qu'il ne faut pas être attaché aux choses. Il y a des gens qui bossent là. S'ils veulent reprendre, ils peuvent reprendre. Et moi, je me suis gentiment retiré pour faire autre chose. Par contre, pour moi, c'était important J'ai perdu ma maman dans un incendie très jeune. Je devais régler un problème au niveau de l'incendie. Et puis quand j'ai eu réglé mon problème de l'incendie avec cet ennemi, entre guillemets, en parlant militaire, eh bien, j'ai tourné la page du feu. Mais par contre, je suis toujours très admiratif de l'engagement des gens. Des femmes, maintenant, il y en a un petit peu moins, mais quand même. Quand j'étais commandant, on avait quasiment le 50% de notre compagnie qui étaient des femmes. Parce qu'on avait comme philosophie, ces femmes étaient les seules personnes dans le village. S'il y avait un incendie, c'est les seuls qui pouvaient mettre la goutte d'eau pour éviter que la maison brûle. Et pour moi, c'était important. Il fallait former tout le monde. Tous les gens, les bonnes âmes. Et ce qu'on a aimé faire aussi, on faisait une école du feu. L'école du feu, c'était pour apprendre toutes les personnes qui voulaient apprendre à utiliser un extincteur. Parce que j'aime dire, quand je donne une instruction au niveau du service du feu au travail, j'aime dire, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? Touche pas à ça, petit con. C'est un petit peu cru, mais enfin, c'est la réalité. Et par contre, un extincteur, c'est un ami, c'est pas un ennemi. Et qu'est-ce que ça vous fait là, vous êtes un enfant de Trien, si je puis dire. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un couple comme Anya et Raphaël proposer cette yourte des amis, même l'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de bars ou pas du tout dans le village, et qui propose un lieu pour que les gens de Trien puissent se rencontrer? Ça vous fait du bien aussi, ce genre d'initiative? Mais pour moi, c'est l'essence. C'est l'essence. C'est des gens comme ça, il en faudrait plus. Parce que déjà, c'est des entrepreneurs. C'est des jeunes qui sont motivés. C'est des entrepreneurs. Et puis, ils sont aussi accompagnateurs, les deux. Donc, ils ont ce côté entrepreneurial qui manque quand même pas mal, des fois, aux gens de la montagne. Parce qu'on est entrepreneur, mais jusqu'à une certaine limite. On se dit, ça commence... On est tous multi-activités, mais on n'est pas purement une chose. Voilà. Et vous êtes aussi accompagnateur en montagne, passionné de sport. C'est quoi vos endroits préférés autour de Trien pour aller monter en pot de phoque l'hiver ou aller randonner là cet été? C'est quoi les lieux où vous allez au-dessus de Trien? Nous, on va à Caraï. À Caraï, c'est en dessus des Tsep, ici entre les deux montagnes. Là. On va à la Pointe des Grands, on va au col de Balme. Disons qu'on n'est pas... On est amoureux de tout ce qui est montagne, donc c'est pas... Puis après, si je donne tous les coins, on sera beaucoup trop. On aime... Mais vous êtes attaché justement aussi à cette image un peu voilà, communautaire de Trien, oui. qui est différente de Chamonix à côté, par exemple, de la vallée de Chamonix, où il y a énormément de monde, où c'est un peu du tourisme de masse. Vous êtes attaché aussi à cette idée de petit village, convivial, etc. Alors oui, et puis...
là, je vais dire quelque chose qui va peut-être attirer des copains, mais quand les installations ne se sont pas faites il y a des années en arrière, moi, je pensais que c'était peut-être une chance. Parce que de faire du tourisme de masse, c'est clair. On voit à court terme, c'était intéressant, mais à long terme, on n'a rien qu'à aller autour actuellement quand ils sont en train de démonter les installations, puis on voit un petit peu. Ils n'ont pas encore ressemé, ils n'ont pas pu ressemer, l'herbe n'est encore pas revenue, mais quand on voit les stigmates dans la montagne est belle, mais comment trouver le juste équilibre entre utilisation de notre montagne et tourisme? Et je pense que pour moi, la clé, ce sera le tourisme doux. Et je me réjouis, il y a un magnifique projet dans la vallée du Trien. C'est le parc régional naturel qui est pour moi une chance, pas pour moi. Parce que moi, j'ai 55 ans. Dans 10 ans, je serai à la retraite. Mais pour les jeunes, il faut leur donner du travail. Il faut leur donner une chance. Et est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ce parc naturel de la vallée du Trien? Oui, alors c'est pas seulement la vallée du Trien, mais c'est aussi les Dents du Midi. Parce que ce parc régional, il va partir depuis Saint-Maurice, puis qu'il va revenir. Il va faire les Dents du Midi, l'Arpie et Martigny-Combe. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir les richesses de notre terroir. On a des particuliers géologiques. Typiquement, il y a 10 jours, je crois que vous avez été aux dinosaures, aux traces de dinosaures. Là-haut, on peut aller, on y est. On est à la plage. On les voit, ces magnifiques traces fossilisées. Et puis, on aimerait pousser plus vers une protection de... Ouais, une protection, puis surtout une information. Parce qu'on ne protège jamais aussi bien que quand on connaît les choses. Merci beaucoup. Mais j'ai quelque chose juste à rajouter. Moi, j'ai l'impression que vraiment la transmission, c'est l'un de vos leitmotifs dans la vie. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai parce que je suis aussi formateur dans mon entreprise. Et pour moi, quand j'ai dit au début que j'ai eu la chance de recevoir au niveau compétition, et aujourd'hui, j'aime transmettre, et c'était mon travail de mémoire. Mon travail de mémoire, j'ai dit ultra-endurance dans la vallée du Trien, comment préparer un objectif autrement. Je défendais comme quoi on peut préparer un objectif tout en aménageant des plages avec les gens. Et puis, hier, j'ai fait de la compétition. Aujourd'hui, je l'ai faite. Et puis, maintenant, je partage avec les clients. Et puis, je les fais grandir. Parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir grandir. Que ce soit un enfant, un client, un ami. J'ai eu la chance de refaire la patrouille avec des amis. C'est extraordinaire. Merci. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à vous. Merci beaucoup Alexandre Capi d'avoir été sur le plateau de la Radio des Ours. On continue notre émission en direct sur le 90.7 FM, en direct du refuge Le Petit, dans le village de Trien. Et on écoute tout de suite le titre Cesse, cesse de Clou. Le jour où je fais des efforts, hélas quand la ville dehors, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour où je bats les records, mais quand change le décor, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore, hélas quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais
Ça cesse de se jouer de moi. Ah, je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi. 17h52 sur le 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM en Vallée de Chamonix. On est toujours en direct du petit village de Trien en Suisse au refuge Le Petit. Et si vous ne savez pas quoi faire dans les prochains jours, on a concocté un petit agenda. Là où on a décidé, c'est-à-dire ici. Globule devient la radio des ours. Globule devient la radio des ours sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. Ce mardi à 18h, l'Office de tourisme de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc vous offre la possibilité de participer à un spectacle en famille au lac des Chavants, aux Ouches. C'est le concert de Bou par la compagnie Le Rêve de Bou. Un concert rock, jeune public, d'une durée de 50 minutes. À 18h aura lieu une conférence sur la vie et survie des glaciers de parois. Les dynamiques des grands glaciers alpins ou polaires sont de mieux en mieux connues, mais celles des petits glaciers présents sur les versants raides de haute altitude n'ont fait l'objet que de très peu d'études. Une conférence gratuite de Ludovic Ravanel et c'est à la maison de village d'Argentière. De 20h30 à 22h, toujours à Argentière, à l'église Saint-Pierre, les musiciennes du duo Papillon vont interpréter un programme Tour du Monde qui permettra d'écouter différentes musiques d'auteurs de plusieurs pays. Et c'est gratuit. Et demain, mercredi 17 août, toute la journée sur la place Balma à Chamonix, promenez-vous sur le marché artisanal proposé par l'association des artisans d'art de Haute-Savoie. Le musée montagnard des Ouches de 10h30 à 12h30 propose un atelier créatif enfant précédé d'une visite commentée de l'exposition temporaire autour de la thématique des alpages. Découvrez le mode de vie des vaches et des familles à l'alpage. Le tarif est de 4 €, c'est sur réservation au 07 60 04 14 26. Avant la veille, donc aujourd'hui. À Chamonix, demain de 14h à 16h30, découvrez la vie hôtelière d'autrefois avec une visite commentée sur la thématique des anciens palaces et hôtels de Chamonix. Le tarif est de 15 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Un atelier est animé par l'artiste LAEC, L-A-E-C, pour initier au dessin au crayon et faire découvrir l'art du portrait à la médiathèque de Chamonix. C'est de 16h à 18h demain sur inscription au 04 50 53 34 82 des 12 ans et c'est gratuit. Et enfin, une magnifique soirée indienne à ne pas manquer aura lieu à l'église d'Argentière de 18h à 22h demain, mercredi 17 août. Denis Test invite à un voyage en Inde du Nord avec son sitar dans les méandres des ragas indiens avec une première partie à 18h. Après un chai et quelques possibilités de restauration en mode Indian Street Food, Emmanuelle Martin, elle, vous envoûtera à coup sûr au son de son tempura et de sa voix puissante avec des chants carnatiques. Ce sont des chants traditionnels et sacrés du sud de l'Inde. Toi, je sais pas ce que tu fais là. Ta bataille est tellement loin. Au lieu d'être qui tu es, tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça
Tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit. On vient d'écouter Jacques avec le titre Ça se voit sur le 90.7 FM. Et en tout cas, nous, on voit bien le glacier du Trien depuis le refuge du Petit où nous sommes actuellement en direct. Le refuge Le Petit dans le petit village de Trien, juste à la frontière en Suisse. Et on reçoit tout de suite Paul sur le plateau de la Radio des Ours. Bonjour Paul. Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de la Radio des Ours. Alors vous êtes retraité, mais vous faites plein d'activités à côté. Vous me disiez que vous faites finalement plus de choses qu'avant. Vous siégez notamment au conseil communal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle au conseil communal? Comment ça se passe dans la commune? Alors, je suis responsable des dicaster, entre autres, des chemins pédestres, de l'électricité, des constructions, ce qui fait que nous avons pas seulement de travail, la commune est très étendue et malgré le peu d'habitants, il y a du travail bien en suffisance. Je suis également responsable de tout ce qui concerne les déchets et cela donne aussi du travail puisqu'il y a eu pas mal de transformations et de renouvellement ces dernières années. Et combien de kilomètres de chemin pédestre on trouve sur la commune de Trien? Alors nous avons près de 80 km de chemin pédestre, ce qui fait qu'entre les bénévoles, nous avons des retraités bénévoles dont je fais partie, qui arpentent les chemins pour les tenir en bon état, les employés communaux également, et ce qui fait qu'avec tous les randonneurs du Tour du Mont-Blanc, cela permet d'avoir le maintien des chemins en bon état. Et vous êtes originaire de Trien, vous? Est-ce que vous pouvez me parler du métier que vous exerciez avant? Et est-ce que vous avez toujours habité ici, du coup, dans la petite commune de Trien? Je suis né à Trien, j'ai fait toute ma classe primaire à Trien. Cela fait bientôt 70 ans, 70 ans pour la frontière. Et ensuite, j'ai déménagé à Martigny avec mes parents. J'ai passé toute ma vie à Martigny, donc à 20 km, à l'école. J'ai passé plus de temps à l'école que partout ailleurs. Si je fais une soustraction, j'ai fait dernièrement, ça fait pratiquement 60 ans à l'école. Je n'ai fait presque que ça. Élève, professeur et directeur de l'école secondaire de Martigny pendant un certain nombre d'années. Et puis maintenant, ça fait 7 ans que je suis à la retraite et que je profite de mon temps libre qui est très occupé. Et vous étiez du coup professeur à Martigny, pas ici à Trien, mais avant avec Marie-Hortense, on en parlait de l'importance de maintenir une école ici dans le petit village. Parfois ça a varié, 8 élèves, parfois 28. Est-ce que vous pouvez nous parler pour vous de l'importance d'avoir une école comme ça dans un village et qui permet aux enfants de ne pas faire des kilomètres pour justement aller dans une école? Oui, pour nous, je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est pour inciter des gens à venir s'établir à Trien. Si vous n'avez pas une école, les personnes, les parents qui ont des enfants bas âge vont hésiter en disant mais si on doit envoyer nos enfants à l'école à Martigny ou ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, l'école, c'est quand même le lieu de socialisation. Donc c'est important que les enfants puissent se mélanger. Et le compromis, je dirais, qu'on a trouvé maintenant avec la commune de Faho, les enfants de Faho et Trien, les 4 premières années, 1, 2, 3, 4, viennent tous à l'école à Trien. Et puis 5, 6, 7, 8 vont à l'école à Faho. C'est aussi un gage pour l'avenir des relations entre les deux villages. C'est extrêmement important. Et puis, ça rassure les parents parce qu'il y a peu de déplacements. Quand ils sont tout petits, forcément qu'il y a toujours des déplacements, mais ça, on le retrouve dans n'importe quelle autre commune du Valais et même de France ou d'ailleurs. Donc, ça, c'est normal. Alors, ça, c'est important pour les deux raisons que je viens d'évoquer.
Et du coup, une école unique avec des différents âges. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de vous, de votre époque, quand vous alliez à l'école à Trien? Comment ça se passait ici? Vous étiez du coup mélangé avec des jeunes qui n'avaient pas exactement votre âge. Comment se passait la scolarité? Alors, je vais vous raconter. J'avais 6 ans quand j'ai commencé l'école. L'école enfantine, ça n'existait pas. Donc, la maternelle chez vous. Et puis, les élèves les plus âgés, j'avais presque envie de leur dire bonjour mademoiselle. Les élèves les plus âgés avaient 14-15 ans. Alors, quand vous avez 6 ans, la jeune fille de 14 ou 15 ans, et il n'y avait qu'une seule classe. Alors, le nombre d'élèves, je ne me souviens pas du tout. Je pense qu'il y avait une vingtaine d'élèves. Et j'ai appris à lire avec les élèves. La maîtresse organisait l'école afin que les élèves plus âgés prennent en charge les plus petits. Pipa, Pape, Peu et compagnie. Je l'ai appris avec des filles qui avaient 7 ou 8 ans de plus que moi. Mais j'en garde un excellent souvenir. On a eu beaucoup de chance. Marie-Hortense ne l'a peut-être pas dit, mais en fait, pour moi, l'école n'a été qu'un excellent souvenir. J'ai toujours aimé l'école, peut-être pour ça que j'ai passé ma vie là, mais c'est aussi parce qu'on avait une enseignante qui venait d'être formée. Elle sortait de l'école normale, c'est comme ça qu'on l'appelle en Valais, et elle avait 19 ans, et elle venait au village de Trien. Elle avait 4 ou 5 ans de plus que les élèves les plus âgés. Donc c'était pour elle aussi un défi. Mais c'était un magnifique défi. Elle a beaucoup apprécié. Moi, j'ai eu qu'une maîtresse à l'école pendant 6 ans. Et j'en garde, on a toujours des contacts avec l'enseignante que j'ai eue. Oui, ça crée des liens. Oui, pour moi, c'était un exemple. Je pense qu'elle m'avait donné un peu cette envie de devenir enseignant plus tard. Et vous avez commencé du coup l'école à 6 ans. Vous dites, qu'est-ce qui se passe avant 6 ans pour un petit enfant à votre époque à Trien? Vous êtes beaucoup dans la nature, vous profitez de la montagne? Oui, profiter, c'est peut-être pas le terme. Mes parents, mon père avait des vaches, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des vaches, on s'occupe de... J'ai pas tellement... Moi, mes souvenirs, c'est l'école, c'est cet environnement. Après, quand j'étais à l'école, je faisais ce qu'on dit, je gardais les vaches. J'allais en champ les vaches, accompagner les vaches. Vous voyez l'écurie là-bas? Ouais. Ça, c'était l'écurie d'été. Et bien, en été, elles étaient là. Et puis, je partais le matin sur les propriétés que nous avions ou sur les territoires communaux avec, je sais pas, 6, 8, 10 vaches. Je ne pourrais pas le dire. C'est juste des souvenirs qui sont marqués dans ma mémoire et qui sont de bons souvenirs. Alors que sur le moment, ça c'est aussi peut-être une anecdote que je vais vous dire. Les dernières années d'école, il y avait 9 élèves à Trien. Il y avait 8 filles et moi. Mais j'étais le seul qui gardait les vaches parce que les autres filles n'avaient pas d'ailleurs, les filles ne gardent pas les vaches, en tout cas pas à cette époque. Donc, ça veut dire que pour moi, c'était un petit peu côté que j'appréciais pas outre mesure. Avec le recul, je trouvais que c'était une époque magnifique. Mais c'est vrai que à ce moment-là, le temps pour jouer ou autre, mon père avait toujours des occupations. Quand il faisait mauvais temps, il y avait quelque chose à faire. Quand il faisait beau temps, on faisait les foins. Enfin, voilà. Mais c'est pas des souvenirs ingrats ou moi, je dirais de nature positive. Mais c'est de bons souvenirs. Et la nature, l'environnement. Si je suis revenu à Trien à l'âge de la retraite, c'est-à-dire il y a 7 ans maintenant, c'est parce que je trouve cet environnement formidable. Et je suis content qu'il y ait des enfants qui puissent venir à l'école de Trien, qui puissent profiter de cet environnement. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais apiculteur. Avec les élèves de l'école, on a une ruche pour l'école. La maîtresse qui est formidable, j'ai un autre copain apiculteur, ils font tout le suivi. Donc ils savent comment vivent les abeilles, ils savent ce qui se passe. Et puis j'ai chez moi, là en ce moment, la récolte de cette année. Dans 15 jours, quand l'école aura commencé, avec les élèves, on va faire l'extraction du miel. Ensuite, ils vont mettre le miel en pot, ils vont apporter le miel à la maison, ils vont expliquer à leurs parents comment les abeilles ont récolté le miel, parce que le miel, ça ne se fabrique pas, comme certaines personnes croient. Tu fabriques, mais tu fais du miel. Non, moi je fais rien. Moi je récolte le miel. Je suis le berger des abeilles, je vole un peu de miel aux abeilles, je leur en laisse aussi un peu. Et ce qui fait que les élèves ont cette chance de savoir quel est le rôle des abeilles, et puis jusqu'au produit fini. Donc quand ils tartinent le miel, ils savent que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et on leur explique avec mon collègue apiculteur comment ça se passe. C'est des expériences qui sont pour moi formidables et j'ai envie de transmettre.
Et puis ça, c'est possible vraiment dans ce genre d'école, en fait, à petit effectif. Je pense que ça serait peut-être pas possible dans une école de Martigny de proposer une activité apiculture à ses élèves. Il faut quand même, je dirais que le point numéro 1, c'est la motivation de l'enseignante. On a fait la même chose avec une classe de Martigny-Combe. Martigny-Combe, c'est la commune voisine, avec une enseignante qui est passionnée, qui avait envie de connaître les abeilles, qui a commencé l'apiculture elle-même. Et l'année passée, les élèves de Martigny-Combe sont venus en bus jusque chez moi à Trien, et on a fait l'extraction du miel. Ils ont mis le miel en pot après, et c'est des expériences qui sont formidables. C'est un petit peu l'objectif que nous avons, non pas le miel en tant que produit, mais l'abeille en tant qu'agent pollinisateur, biodiversité. Et pour moi, c'est essentiel. S'il y a une récolte de miel comme cette année, par exemple, qui est magnifique, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que les enfants aient connaissance du rôle des abeilles, de tous les agents pollinisateurs, et qu'ils aient du plaisir, après, forcément, d'atteindre l'objectif, de ramener un peu de miel à la maison. Mais je dirais c'est secondaire. Moi, j'ai encore une dernière petite question pour vous, Paul. C'est vous qui êtes au conseil communal. Du coup, vous souhaitez que votre commune, elle devienne quoi? On en parlait avec les autres invités de l'aspect convivial, une certaine peur aussi qu'il y ait un tourisme trop important qui arrive sur la commune. Vous souhaitez qu'elle devienne comment, cette commune de Trien, qu'elle garde ses traditions, son aspect convivial, etc. Franchement, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à à ce que des envahisseurs arrivent. Alors nous avons en ce moment effectivement beaucoup de personnes qui transitent dans le cadre du Tour du Mont-Blanc, mais je n'ai pas le sentiment, on a remarqué au niveau des constructions, puisque je suis responsable des constructions, il y a très peu de demandes. Il n'y aura pas une invasion de touristes, même si le climat se réchauffe. Mais par contre, les gens auront du plaisir à passer du temps à Trien, pas forcément pour y habiter, mais parce que le climat est agréable, parce que l'environnement dont vous profitez aujourd'hui est super. Et moi, je trouve que ça, c'est suffisant. Moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude pour la commune, pour son avenir. Et je pense que les gens qui viennent ici cherchent la quiétude, cherchent le calme, cherchent la beauté du paysage. Puis franchement, si comme cette année, il fait un peu plus frais ici qu'ailleurs, c'est tant mieux. Voilà. Merci beaucoup Paul pour être venu sur le plateau de la Radio des Ours. Il est 18h passé, il est 18h09. Jessica, je crois qu'il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci encore Paul. Avec plaisir, merci beaucoup. D'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. Jess, on conclut cette émission après 2 heures de rencontres, de chroniques. Ouais, de belles rencontres inattendues. Ouais, et vous pourrez retrouver d'ailleurs toute cette émission sur notre site web, globule.chamonix.radio. Nous, on va se quitter avec un œil sur le glacier du Trien, juste en face de nous, dans ce superbe refuge Le Petit, juste à côté de la yourte des Amis. En tout cas, une super belle émission que vous pourrez retrouver en ligne très bientôt. Et on se quitte avec la playlist de Kirstine. Et encore une fois, merci à Kirstine, JC et Marine à la technique. Merci. Swimming in December, heading for the city lights. 975, we sharing each other, nearer than farther. Scent of the lemon drips from your